Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en éducation physico-émotionnelle, inductrice et canalisatrice d'amour inconditionnel, consultante dédiée mieux-être. Je suis guide, auteure et conférencière en éducation et en libération émotionnelle. Donc, je suis ici à la demande d'Horizon Nouveau pour t'offrir une conférence. Donc, ma conférence « Mieux comprendre le rôle respectif des parents et des enfants ». Alors, on va aller démystifier tout ça. Comment est-ce qu'on peut, on veut tellement être un bon parent, donc comment est-ce qu'on peut être un bon parent je vais tout expliquer, démystifier tout ça pour vraiment intégrer le concept de vivre au présent et comment est-ce qu'on peut transmettre ça à ses enfants. Dans le respect de soi, bien sûr. Alors, premièrement, je te raconte un petit peu mon parcours. Donc, je suis qui? Pourquoi que je me permets de parler d'éducation? Eh bien, premièrement, je suis mère de 2 enfants. J'ai une fille de 26 ans. Donc, j'ai été mère célibataire à l'âge de 19 ans et ça a été pour moi de l'apprentissage. Donc, on va appeler les choses par leur nom. Donc, je me suis très maladroitement prise dans l'éducation de ma fille, bien que je l'aimais gros comme la terre, bien que je voulais lui transmettre tous les meilleurs enseignements du monde, bien que je voulais redécouvrir la vie à travers ses yeux d'enfant. J'ai été très maladroite et j'étais beaucoup dans l'inconscience, j'étais beaucoup dans un ego de blindage émotionnel j'ai voulu essayer d'enseigner ça à une enfant qui était tout comme moi, une hypersensible, empathe. Donc, c'est sûr que ça ne cadrait pas ni pour elle, ni pour moi. Donc, en même temps que moi, je me détruisais puis je me rendais très malade, autant mentalement, physiquement qu'émotionnellement, j'enseignais la même destruction à ma fille. Donc, au fil des ans, les choses se sont placées. C'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'apprentissage et lorsque ma fille avait 12 ans, j'ai eu un 2e enfant. Donc, j'ai la chance d'avoir pu mettre en pratique mes apprentissages, de les tester et mon fils a aujourd'hui 14 ans, pleinement épanoui, serein. Tout le monde qui le voit dit « Mon Dieu, il sort de où cet enfant-là? » Donc, pour moi, ça a été, il a fallu que je me libère de la culpabilité que j'avais eue de ma maladresse de parent avec ma fille. Par contre, lorsque ta fille te regarde et regarde son petit frère, regarde son parcours et regarde le parcours de sa mère et qu'elle te regarde dans les yeux puis qu'elle dit « Maman, elle dit, je le sais qu'on s'est fait du mal, je sais que tu m'as fait du mal puis que tu pouvais pas savoir tout ce que tu as appris, mais elle dit quand je vois la mère extraordinaire que tu es maintenant pour mon petit frère, je peux juste dire merci. Je peux juste te dire merci d'avoir appris de tout ce mal-là qu'on s'est fait. Donc, je pense que qui d'autre que le témoin que celui qui a vécu la maladresse d'un apprentissage pour témoigner que finalement, ça a servi à quelque chose. Donc, pour moi, ça a été un grand moment lorsque ma fille m'a fait cet aveu-là. Et lorsque je vois mon fils qui est épanoui, tout simplement parce que je lui ai donné le droit d'être lui, eh bien, je me dis, je ne peux pas passer ça sous silence. Je me dois d'enseigner et de transmettre ce que j'ai appris pour éviter que d'autres maladresses comme celle d'une mère qui aime son enfant très maladroitement se reproduisent. Donc, je suis ici pour te partager mon parcours, mais surtout de t'amener des enseignements et de la démystification au niveau de toutes les croyances qui ont été véhiculées au fil des ans et tout le concept, autant les religions, la société et tout ça, combien que le rôle de parent a été bafoué au fil des ans et de t'amener finalement une nouvelle approche de l'encadrement parental. Alors, si je termine mon survol de parcours de vie, si tu n'as pas déjà vu d'autres conférences de moi, eh bien, je suis une personne authentique,
totalement. Surprends-toi pas, ça se peut, oui, que je pleure pendant ma conférence, ça se peut que je sacre pendant ma conférence, ça se peut qu'il se passe toutes sortes de choses parce que je suis une personne vraie, je suis une personne sincère et c'est ce que j'enseigne. Donc, c'est sûr que je ne viendrai pas ici jouer une imposture. Donc, je suis une hypersensible, je suis libre émotionnellement maintenant que je me donne le droit d'être moi. J'ai passé à travers 4 dépressions, la bipolarité, ce qui était appelé à l'époque la maniaco-dépression. J'ai traversé la fibromyalgie, donc je me suis rendue très malade au niveau physiquement, au niveau de la douleur. J'ai expérimenté la douleur pendant plus d'une dizaine d'années, même plus que ça. Oui, plus que ça. Donc, pendant longtemps, et j'ai eu juste des pics finalement. Donc, même un bout de temps, je dormais assis pour arriver à survivre parce que je me réveillais la nuit incapable de respirer tellement j'avais de douleur. Donc, il y a vraiment tout un processus, tant au niveau de la douleur physique que de la douleur, de la souffrance émotionnelle qui m'a suivie dans mon parcours. J'ai subi une agression sexuelle à 15 ans et je remercie la vie aujourd'hui pour cette expérience-là. Je suis en mesure d'aider les gens. Donc, dans mon livre et dans d'autres conférences que je donne, j'explique comment je suis tombée en amour avec cette expérience-là. J'ai vécu l'avortement à 21 ans, donc ça a été pour moi aussi une autre étape importante de ma vie. Je me suis découvert, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur la vie, j'ai appris sur l'importance de faire des choix avec son cœur. Donc, ça a été aussi un beau parcours. Je suis née d'un père alcoolique et d'une mère instable. Donc, moi, ce qu'on m'avait enseigné, c'était le blindage émotionnel et la fuite. Et bien sûr, j'ai engendré le pas, comme tout enfant qui imite ses parents. Et c'est ce qui m'a conduit là, à la maladie, la dépression et tout ça, ce qui a été très, très nocif pour moi. Mais c'est sûr que quand on vient enseigner l'amour, il faut qu'on vive le manque d'amour. Donc, c'est dans ça que je me suis bourré la face. Et aujourd'hui, je me fais un plaisir d'être conférencière pour aider les gens à démystifier ce concept-là, l'amour inconditionnel de soi et des autres. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de parler des rôles de parents et d'enfants. Donc, c'est à l'issue de mon parcours et des réponses que j'ai trouvées, tant quand on a suivi de la consultation, moi et ma fille en même temps, que mon parcours, mes expériences et les tests que j'ai pu faire pour vraiment valider mes notions avec mon fils qui a maintenant 14 ans. Donc, je suis guide, conférencière, auteure en spiritualité, spécialiste en éducation physico-émotionnelle, donc parce que j'ai compris que lorsque on veut vivre librement, quand on veut faire le choix de vivre au présent, quand on veut faire le choix de changer de rôle dans l'histoire de sa vie, tout se passe au niveau du corps. Donc, c'est pour ça que je fais de l'éducation physico-émotionnelle maintenant, parce que des fois, on a l'impression, mon Dieu, c'est fini, c'est du passé, puis on continue de se flageller avec ça dans notre tête. Eh bien, il y a un processus derrière tout ça et qui fait qu'on n'a pas le choix de passer par le corps, autant pour se faire du mal que pour évacuer, sortir les vidanges. Je suis aussi inductrice d'amour inconditionnel, je fais de la canalisation, donc je transmets des messages et je suis formatrice et accompagnante en conscience quantique et en marketing quantique pour les entrepreneurs. Donc, ce qui résume un petit peu qui je suis, ce que je fais. On va y aller maintenant de la conférence. Alors, je ne sais pas si tu es un parent, mais une chose est sûre, tu es un enfant et je te demande, je t'invite à écouter cette conférence-là avec tes oreilles d'enfant et c'est ce qui va te permettre d'être un meilleur parent. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un enfant? Ça, c'est bien la question parce que je te dis, tu es un adulte, puis je te dis, tu es encore un enfant. Oui, on va être un enfant toute notre vie, mais qu'est-ce qui définit un enfant? Quand est-ce qu'on finit, qu'on arrête d'être un enfant? Et qui décide quand et pourquoi? Alors, c'est des questions auxquelles je me suis dit que ça vaudrait peut-être la peine de répondre. Parce que dans le fond, oui, on peut, si on le veut, garder notre cœur d'enfant, garder notre curiosité d'enfant, garder notre spontanéité et même notre vulnérabilité d'enfant toute notre vie si on le souhaite. Et c'est ce qui fait qu'on va rester vivant parce que la candeur d'un enfant, c'est l'innocence. C'est l'avidité, la curiosité de vouloir découvrir la vie.
Et le jour où ce qu'on arrête de vouloir apprendre et découvrir, c'est là qu'on devient limité et brimé dans tout ce qu'on est parce qu'on oublie tout ce qu'on peut être. Donc, c'est vraiment de sortir du mode limitation pour entrer en mode déploiement de potentiel. Et oui, si vraiment tu as fait le choix un jour ou l'autre dans ta vie de te limiter à ce que tu étais, que ce soit quelqu'un de malade, que ce soit dû à un diagnostic ou un pronostic, que ce soit parce que les gens t'ont dit que tu étais ça, parce que tes parents t'ont dit que tu devais être X. Donc, il y a plein de circonstances et de milieux et de gens qu'on côtoie qui peuvent arriver à nous faire croire qu'on est limité à ce que l'on est, de la façon dont on est perçu, même de la façon dont on se perçoit. Mais dans d'autres conférences, j'explique vraiment ce que c'est le moment présent, ce que c'est que l'authenticité et comment y accéder. Et la base de pouvoir jouer un rôle de parent, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce que tu es un parent que tu n'es plus un enfant. Au contraire, ton enfant est là pour t'aider à te reconnecter et à revenir où est-ce que tu devrais être, demeurer curieux, spontané, avide. Et dans le fond, lorsque tu deviens parent, ton rôle, c'est de continuer de te connaître et de t'épanouir, mais dans le rôle d'un parent, tout simplement. C'est pas d'arrêter d'être toi. Alors, c'est ce qu'on va approfondir pendant la conférence. Alors, qu'est-ce qui arrive si on veut définir c'est quoi un enfant et versus c'est quoi un parent? Quelle est la différence entre les deux? C'est tout simplement la relation de dépendance. Et là, c'est là que ça se joue d'une façon un petit peu corsée parce que, dans le fond, naturellement, on est un enfant et notre besoin primordial, c'est la survie du corps, à prime abord. Donc, c'est sûr que notre objectif, étant donné qu'on est un maximum dépendant d'un parent, eh bien, c'est d'arriver à devenir autonome. Alors, la différence principale entre un parent et un enfant, c'est que l'enfant n'a en principe que lui à s'occuper, tandis qu'un parent a lui et l'enfant à s'occuper. Et là, vous allez dire, ben non, il y a plein de choses de différence. Malheureusement, on nous a convaincus qu'il y avait plein d'autres choses, mais c'est vraiment, on va approfondir à ce niveau-là, mais tout repose justement sur le fait de rester conscient de ça. On a tous les mêmes besoins qu'un enfant. Donc, quelle est la différence entre un parent et un enfant? Eh bien, on a, en tant que parent, ses besoins, se nourrir. On a besoin d'amour, on a besoin de dormir, se vêtir, se loger, on a besoin d'évoluer. Est-ce que c'est très différent avec un enfant? Non. Lui aussi doit se nourrir, doit recevoir et donner de l'amour, dormir, se vêtir, se loger, évoluer. La seule nuance au niveau de l'enfant, c'est qu'il doit développer son autonomie. Et dans certains cas d'adultes qui auraient un handicap quelconque, lui aussi a le choix de se contraindre à dépendre de quelqu'un d'autre ou de développer son autonomie. Je pense d'ailleurs à mon père qui a perdu la vue à 50 ans. C'est sûr qu'à 50 ans, commencer à développer son autonomie d'aveugle, c'est moins tentant quand il te reste à peine, tu sais, il te reste plus 200 ans à vivre, là. Donc, c'est sûr que c'est moins tentant. N'empêche que n'importe qui a le choix de développer son autonomie ou pas. Donc, quelqu'un d'aveugle, quelqu'un qui a un handicap. Mon père était un casse-cou, il s'est pété des jambes, je ne sais pas combien de fois, il s'est pété des bras puis des mains, je ne sais pas combien de fois. Donc, oui, il est devenu ambidex parce qu'il était travailleur autonome, il ne pouvait pas arrêter de travailler. Donc, il s'est arrangé pour pouvoir travailler d'une main ou de l'autre, tout dépendant de laquelle il était privé. Donc, c'est sûr que dans notre vie, on est confronté à des épreuves, puis ce qui est un peu comique et à la fois désespérant, c'est qu'on a justement souvent besoin d'un coup de pied aux fesses pour développer notre autonomie, que ce soit, peu importe,
le niveau pour évoluer, pour faire le choix de changer, pour faire le choix de développer une capacité. On a souvent besoin d'être acculé, à côté au mur, mais tout le monde peut être ambidestre, tout le monde peut se servir de ses deux mains, mais tant qu'on va avoir celle de notre préférée, on ne se cassera pas la tête à avoir l'autre. Donc, c'est un phénomène humain, je crois, de vraiment, on n'a pas l'habitude de se remettre en question ou de développer des capacités si on n'en subit pas l'inconfort. Et c'est là que repose tout le phénomène de développement de l'enfant. Souvent, puis surtout aujourd'hui dans la société qu'on vit, c'est vite, 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 vite. Donc, on n'a plus le temps de rien, on n'a plus le temps de rien, tout le monde court, on court pour l'école, on court pour s'habiller, on court pour manger, on court pour travailler, on court pour aller courir dans le trafic. Donc, ça finit plus. Et ça fait des enfants qui vont imiter au niveau vibratoire, au niveau comportemental, le comportement de leurs parents. Et bien sûr, l'enfant qui n'a pas appris à attacher ses chaussures, ben si le parent il est pressé pour aller à l'école ou pour aller le porter à la garderie parce qu'il faut qu'il aille travailler, ben c'est sûr que l'enfant il va être hyper stressé pour attacher ses chaussures, donc inévitablement va être excessivement maladroit. Et deuxièmement, si on y achète des velcro, il n'apprendra jamais à faire ses boucles. Donc, il va arriver pour mettre ses souliers chics à 20 ans, puis il va avoir la fou. Donc, le but n'est pas ça. Le but est de confronter l'enfant à son inconfort. OK? Donc, c'est pas de dire « arrange-toi ». Non, au contraire. On doit être quand même toujours demeurer une ressource pour l'enfant. Par contre, on doit le mettre devant son inconfort et l'amener à faire des choix. Parce que tout repose sur le choix. Si l'enfant n'a pas envie de développer son autonomie, quand même qu'on le poussera, puis qu'on le forcera, puis qu'on insistera pour qu'il apprenne, s'il s'en fout, il s'en fout. Donc, il doit apprendre à vivre l'inconfort pour avoir envie de le faire. Non pas pour son parent qui l'exige, mais pour lui. Donc, c'est sûr que si tu, à défaut d'y acheter des souliers en Velcro, puis tu dis à un moment donné, il va l'apprendre à attacher ses souliers, tu le mets devant son choix. Donc, est-ce que quand tu sors dehors avec tes amis, puis que tu es le dernier à sortir parce que tu as pris une demi-heure à attacher tes lacets, est-ce que tu trouves ça le fun? Oui, non. Est-ce que tu aimerais apprendre à attacher tes lacets? Ou t'aimes mieux que je le fasse pour toi? Donc, quand il va être tout seul, il va remettre en question, ouais, ma mère, elle ne pourra pas me suivre partout. Donc, de le confronter au circonstanciel de j'ai un choix à faire et quand est-ce que j'ai envie l'inconfort et est-ce que j'aurais envie d'être préparée à mon inconfort. Donc, si tu dis le matin quand tu es à course, vite, 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 attache tes souliers, il faut qu'on parte, tu peux lui dire j'aimerais ça que ça aille plus vite. Tu as le droit de te respecter dans, moi, il faut qu'à telle heure, on parte. Donc, tu dis à ton enfant, demain, on va se lever 15 minutes plus tôt parce que faut que tu prennes 15 minutes de plus pour attacher tes chaussures. Ça va-tu y tenter de se lever 15 minutes plus tôt? Peut-être pas. L'autre option, tu peux lui dire, est-ce que tu aimerais devenir capable? Est-ce que tu aimerais que ça se fasse plus vite? Est-ce que tu aimerais qu'on prenne le temps de se pratiquer dans un moment plus opportun? Parce que c'est sûr, quand on est stressé, on est moins apte, on tremble, notre système nerveux nous rend dysfonctionnels. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a tout un système derrière le stress qui fait que autant au niveau de nos capacités mentales que nos capacités motrices, si notre fascia, donc notre fascia, c'est comme une deuxième peau sous la peau qui se crispe sous le stress, la peur ou la tension et qui se dilate quand on est calme et apaisé et tout ça. Donc, dès qu'on rentre en crispation, on devient dysfonctionnel au niveau mental et physique. Donc, au niveau moteur, la motricité est très, très limitée. Donc, c'est sûr que
Dans le moment où est-ce que ça dérange, tu confrontes l'enfant au choix et tu lui dis, est-ce que tu aimerais devenir capable ou est-ce que tu aimerais devenir plus rapide? Donc là, l'enfant comprend la nécessité de, parce qu'il n'a pas envie de se faire pousser dans le cul par sa mère, il n'a pas envie d'être confronté à qu'il n'est pas bon comme les autres à l'école. Donc, au lieu de vivre l'inconfort 2-3 fois par jour, tu lui amènes la situation et tu lui dis, qu'est-ce que tu en penserais en fin de semaine, là? On s'assied, puis on te pratique. Donc, là, ça devient, il vit l'inconfort et il fait un choix. Donc, il ne le fera pas pour toi parce que tu es pressé, il va le faire pour lui parce qu'il a envie d'être capable. Et il va développer sa capacité dans un contexte où est-ce qu'il n'y aura pas de stress qui va le brimer dans ses aptitudes et il va avoir pas mal moins de chances qu'il se tape sa tête puis qu'il se trouve pas bon puis que ci puis que ça. Donc, c'est vraiment de l'amener dans un contexte idéal d'apprentissage et de développement de capacité motrice, mentale ou morale ou peu importe, parce que là, je donne l'exemple des lacets, mais ça peut être bien d'autres choses, ça peut être s'habiller, ça peut être ses mathématiques, ça peut être n'importe quoi. Donc, lui donner l'occasion de constater que lorsqu'il est calme, il est bon, il peut être habile et il est capable d'apprendre. Par contre, quand le stress s'en mêle, le bordel pogne et les aptitudes chutent. Donc, de le conscientiser à ça va l'amener à vouloir être en quête de moments de paix et de choisir que non, j'ai pas envie de me stresser à l'examen parce que j'ai pas appris. J'aime mieux être à la maison et constater que je le sais. Et là, quand je vais arriver à mon examen, oui, je peux être stressée parce que, je sais pas moi, le prof peut être quelqu'un qui veut mettre de la pression à ses enfants ou l'enfant est quelqu'un de stressé puis qu'il entend le mot examen puis il capote. Donc, il peut avoir une tonne d'éléments qui vont faire que l'enfant peut être stressé lors de l'examen. Par contre, si au départ, on le conscientise au fait que, tu vois-tu, quand tu es stressé, comment c'est plus difficile, puis quand tu n'es pas stressé, comment c'est plus facile. Donc, tu peux ramener certains exemples que tu as faits, comme pour s'habiller, les lacets et tout ça. Tu te souviens-tu quand on a appris puis qu'on a pris le temps de le faire comme il faut, comment tu es venu bon vite au lieu d'essayer de te stresser. Donc, on peut après ça avoir constamment des références à si tu le fais calmement, tu es capable. Donc, c'est à toi de développer une façon d'inciter l'enfant à se trouver des trucs pour accéder à son statut de calme. Donc, pour ça, il y a beaucoup de trucs pour récupérer son état de calme et bien sûr, ça va être aux parents de lui enseigner différents trucs de manière à ce que l'enfant puisse choisir celui qui lui convient. Et souvent, ils vont aller opter vers des trucs les plus discrets possibles parce que avant un examen, de faire une grosse, grosse affaire ou un gros schéma pour atteindre son calme, c'est sûr que ce ne sera pas approprié, ce ne sera pas le bon contexte, ce ne sera vraiment pas l'idéal. Donc, on va l'inciter à trouver quelque chose de discret, de subtil, pour qu'il puisse y accéder facilement, soit avant un examen ou quelque chose comme ça. Donc, il y a premièrement les trucs les plus faciles. Je vais donner les plus faciles, puis après ça, on verra si on va vers des plus subtils. Donc, comment est-ce qu'on... les trucs de base pour finalement accéder à un état de calme. Premièrement, la respiration. Alors, on respire idéalement par le nez et par le ventre. Donc, on sort du mode de respiration écourté qu'on fait tout le temps puis que finalement, on ne se rend pas compte qu'on ne respire pas dans une journée. Donc, d'entrer vraiment en mode respiration par le ventre. On inspire et souvent sur l'expire, je vais recommander le... Donc, la secousse pour vraiment aller détendre le fascia, donc détendre le corps autant que la tête. Donc, on respire et on expire. Donc, c'est tout à fait légitime de respirer. Donc, rappeler à l'enfant, que ce soit à l'école, devant un examen, avant un exposé oral, peu importe, la respiration aide à se recentrer. Et c'est sûr que dans le public, de secouer comme une guenille, c'est pas évident. Donc, on peut lui dire, ben regarde, tu peux aller à la toilette avant ton exposé ou ton examen et le faire dans la salle de bain après ton pipi, là. OK? Donc, on peut lui donner des trucs. Donc, respiration numéro 1. Secousse numéro 2.
Donc ça va remettre le corps apte à fonctionner adéquatement. Donc, on va récupérer nos capacités motrices, nos capacités mentales. Ensuite de ça, boire de l'eau, si on est dans un contexte qui se prête, bien c'est sûr que l'idéal de boire de l'eau va amener une oxygénation, une respiration et une conscience corporelle. Donc, c'est sûr que c'est l'idéal aussi d'avoir de l'eau. Maintenant, d'autres petits trucs qui sont coquins, faciles et plus subtils au niveau de quand on est dans un contexte de classe ou dans un contexte social. C'est des trucs, je ne suis pas formatrice en Brain Gym. Par contre, moi, j'ai pris une formation en Brain Gym et je suis allée chercher des petits trucs vraiment géniaux pour aider l'enfant à se détendre lorsqu'il en a besoin. Donc, c'est de vraiment... c'est des petits mouvements très, très, très simples et même toi, en après-midi ou quand tu es au travail, n'importe quoi, ça peut être des petits trucs intéressants. Donc, c'est des mouvements de Brain Gym, donc B-R-A-I-N-G-Y-M. Donc, il y a des formations qui se donnent à Montréal, puis en Europe, où il y a des formations qui se donnent un petit peu partout, mais c'est sûr que ça ne court pas les rues parce que c'est encore nouveau. Mais c'est une science très élaborée qui a développé, je crois que c'est 27 mouvements de Brain Gym pour vraiment aider à se reconnecter. Ça travaille au niveau des méridiens. Ça a été développé de différentes sciences qui ont comme toutes mélangé ça ensemble. Donc, une petite façon très, très simple, c'est de se dérouler les oreilles. Donc, on part du début de l'arc de l'oreille et on se déroule les oreilles. Donc, on fait ça 3 fois et idéalement, on respire bien sûr en même temps. Donc, là, je le fais de même, c'est pas très subtil. Par contre, l'enfant qui est à côté sur son bureau comme ça, il peut le faire et c'est très facile pour lui d'avoir accès à ce petit truc-là. Donc, ça va le calmer. Il y a, je ne sais plus combien de points d'acupuncture dans l'oreille. Donc, il va aller chercher du calme de façon très subtile, très discrète. Et s'il respire en plus, le tour est joué. D'autres petits trucs, ça peut être, au lieu de se tenir de même à son bureau, puis à se compresser le cerveau, puis à essayer de réfléchir, bien, tout simplement, de déposer très légèrement les doigts sur la tête. Donc, il va avoir l'air d'être à côté, mais il ne le saura pas. Et ça va être très subtil, donc il va pouvoir aller chercher. Donc, ça va vraiment dire à son cerveau, « Hey, c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de se connecter. » Et moi, j'aime bien, vu que je ne suis pas gênée, puis je fais n'importe quoi, n'importe où, moi, je le fais souvent sous forme d'un petit popcorn là, sur mon front comme ça. Donc, tu peux l'essayer et tu vas voir que ça amène une espèce de changement au niveau de notre état mental. Donc ça, c'est vraiment les principaux, les plus subtils auxquels l'enfant peut accéder. Et il peut aussi, donc si tu vois, on a un petit creux ici, donc chaque côté en bas du petit creux, tu peux lui dire de poser une main sur le ventre, sur le nombril, qui procure un sentiment de sécurité. Et tu peux lui dire de se masser ici, juste en dessous du petit creux, qui va lui amener du calme, de la détente, de la relaxation. Donc, c'est vraiment des petits moyens très, très simples et qui peuvent se faire dans la discrétion pour accéder à une tranquillité dans un cadre scolaire ou des choses comme ça. Ensuite, il y a plusieurs autres mouvements de Brain Gym. Souvent, en consultation, ça va arriver que je vais en conseiller à certaines personnes, ceux qui manquent de confiance, ceux qui ont besoin de motivation pour avancer. Donc, il y a vraiment beaucoup de mouvements, puis vous pouvez aller voir aussi des spécialistes là, en cherchant sur Brain Gym. Donc, tout ça pour dire que développer son autonomie, oui, c'est développer son autonomie à se nourrir, à s'aimer, à dormir, à se vêtir, à se loger, à évoluer. Par contre, c'est développer son autonomie à aller atteindre le calme dont on a besoin pour fonctionner. Ça fait partie des besoins d'autonomie. Et ça, si le parent n'en a jamais appris, c'est sûr que ça va être difficile de l'amener à l'enfant. Et pour la plupart des parents, on a pas mal plus appris à se stresser qu'à se calmer. Donc, l'enfant, par défaut, il imite. Donc, l'enfant, quand même qu'on essaiera d'expliquer, faire comprendre, enseigner quelque chose à l'enfant, oublie ça. L'enfant n'apprend rien, il imite. Donc, il observe, il déduit, il nomme, rendu à un certain âge, et il imite. Donc,
l'imitation, c'est un réflexe inné, animal, c'est le cerveau reptilien, il dit, ben je suis petit comme ça, il faut que je sois grand comme ça, ben je vais faire pareil. C'est inné. Donc, spontanément, les enfants imitent inconsciemment, bien sûr. Donc, les enfants vont imiter les paroles, le comportement et aussi l'état vibratoire. Donc, si le parent est excessivement stressé, l'enfant s'endurera pas les deux fesses collées, là. Donc, souvent, on a tendance à pogner les nerfs après l'enfant, mais l'enfant ne nous fait que nous démontrer dans quel état on se trouve. Donc, le but, c'est pas d'essayer de calmer l'enfant. Le but, c'est de nous calmer, nous. Et ça, c'est une nuance vraiment très, très, très importante. Je vais toujours me rappeler, à un moment donné, j'étais allée rendre visite à un ami à moi. Puis, lui, il me fait confiance, gros comme la terre, puis on est des amis depuis toujours. Et sa femme, ben, c'est pas tout à fait, ça clique pas nécessairement. Et ils ont eu un petit bébé. Donc, quand je suis arrivée, étant donné que je suis très alerte au niveau vibratoire, ben, j'ai senti qu'elle préférait que je ne touche pas à son bébé. Mais pendant le séjour que j'étais là, à un moment donné, j'étais tout seul avec mon ami et mon ami dit « Ah, il faut que j'aille à la toilette, je reviens. » Et donc, je me retrouve avec le bébé dans les bras et sur les entrefaits, donc je joue, puis je berce le petit bébé et sur l'entrefait, la maman arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, instantanément, s'est mis à pleurer. OK? Donc, il était bien avant. Donc, pourquoi il était plus bien? Parce qu'il a ressenti, il a reconnu la vibration de sa maman et sa maman n'était pas bien dans sa peau, n'était pas confortable au niveau vibratoire. L'enfant l'a perçu et s'est plongé dans le même état. Donc, il voulait que la situation soit corrigée. Alors, c'est vraiment de comprendre que l'enfant ressent vibratoirement et l'enfant imite vibratoirement. Et c'est ce qui a fait une génération, présentement, on vit beaucoup de gens anxieux. Et il y a beaucoup de gens qui sont anxieux sans même comprendre pourquoi. Je peux donner un autre exemple. Il y a des gens qui ont peur de l'eau. Mais ils n'ont jamais failli se noyer, ils ne sont jamais tombés dans l'eau, il ne leur est jamais arrivé aucun incident. Mais ils ont peur de l'eau. OK? Donc, souvent, ce qui peut avoir arrivé, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais dans beaucoup de cas, c'est que lorsque l'enfant, le bébé, surtout un premier de famille, je ne sais pas si tu as des enfants, mais quand on a notre premier bébé et qu'on arrive à donner le bain à notre premier bébé, ça glisse, ça gigote, ça va mal, on est tout... On n'est pas habitué, on a peur, on est nerveux. Donc, si on n'arrive pas à se mettre dans un état de calme, malgré notre maladresse, malgré nos inquiétudes, ben l'enfant va ressentir « Oh, je m'en vais dans un milieu d'insécurité. » Parce qu'il va ressentir « Maman, elle a peur quand je suis dans l'eau, donc j'ai peur de l'eau. » Donc, on adopte le comportement vibratoire du parent. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'eau, ils ne savent pas pourquoi. Et il y a bien des causes que c'est associé tout simplement à ça. Ils ont appris qu'ils avaient peur de l'eau par imitation parce qu'ils ont ressenti « je ne suis pas en sécurité quand je suis dans l'eau ». Donc, c'est vraiment... tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience qui va être faite à ce niveau-là, le réflexe de peur de l'eau ou de comportement vibratoire ou émotionnel à proximité de l'eau ne changera pas. Donc, il faut vraiment que ce soit amené à la conscience. Donc, ce ne sont que des petits exemples pour sensibiliser au phénomène d'imitation vibratoire. Donc, le parent a une responsabilité neurosensorielle face à ce qu'il va transmettre à son enfant. Donc, qu'est-ce qui va avoir de l'influence sur cette vibration-là neurosensorielle hyper contraignante pour l'enfant? C'est que le parent va souvent transmettre ses peurs. Donc oui, la peur de l'eau est un exemple, mais si le parent a encore peur d'aller à vélo, c'est sûr qu'il n'aura pas confiance en regardant son enfant aller à vélo et l'enfant, bien souvent, il n'aura même pas envie d'essayer. Donc, il est convaincu de manquer son coup. Donc, toutes nos peurs et croyances associées à notre façon d'expérimenter les 5 blessures émotionnelles de l'âme, et tout ce qui a trait à bobo au corps, bien, c'est sûr que si on appréhende que l'enfant vive la même chose, c'est sûr qu'on lui transmet l'appréhension. Donc, on lui transmet le comportement vibratoire qui va le brimer dans sa découverte, son exploration. Donc, c'est vraiment important d'adopter le « je me remets au neutre, là, avec lui, ça peut se passer différemment ». Donc, d'émettre toujours l'hypothèse et de
conscientiser que l'enfant n'est pas nous et tous les enfants ne passent pas par le même chemin. Donc, de lui permettre de faire ses découvertes et de vraiment nous détacher vibratoirement et prendre conscience dans quel état est-ce qu'on appréhende une situation pour l'enfant. Alors, comment est-ce que les deux peuvent évoluer sans brimer l'autre dans son évolution? Et là, c'est là que le challenge au quotidien est toujours là. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, je ne sais pas si tu as déjà vu une autre de mes conférences, mais mon ingrédient secret, c'est le cacao. Alors, tous les deux, autant l'enfant que le parent, ont la possibilité, à chaque expérience, qu'elle soit physique, morale, mentale, émotionnelle, peu importe, a la possibilité de tirer profit de chacune de ces expériences et le parent doit s'en rappeler pour lui, OK? Donc, déjà, se donner le droit de ne pas savoir et permettre à l'enfant de développer ce réflexe-là. Donc, c'est vraiment d'amener l'enfant à « oui, t'es pas bon. As-tu envie d'être bon? » Donc, de toujours amener l'enfant à faire un choix conscient sur son développement de potentiel pour ne pas qu'il entre en jugement et à se coller des étiquettes identitaires. Donc, je suis pas bon. Pouf, ça finit là. T'es pas bon, pourquoi? Est-ce que tu t'es pratiqué? Est-ce que tu avais déjà essayé avant? Non? Bon, ben c'est normal que tu sois pas bon. Tu l'as jamais fait. C'est tout à fait normal. Donc, de conscientiser et d'amener l'amour de la première fois parce que c'est toujours la pire. Donc, de conscientiser l'enfant que la prochaine fois, ça va toujours être mieux et il a le choix de progresser. Donc, oui, t'es pas bon. Ça ne donne rien d'y faire à croire qu'il est bon, il est pas bon. Donc, c'est vraiment lui dire, c'est vrai, moi non plus, je n'étais jamais bonne la première fois que je faisais quelque chose. Mais est-ce que tu as envie de devenir bon? Et de le ramener encore une fois dans le contexte. Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es dans un état optimal pour apprendre? Est-ce que tu as envie d'apprendre? Toujours, toujours, toujours conscientiser et ramener l'expérience au moment présent. Donc, pourquoi tu veux être bon? Ben là, les autres, ils vont rire de moi. Non. Présentement. Donc, jamais se référer au passé ou au futur quand on fait un choix et jamais se référer, éduquer un enfant ou faire un choix dans l'appréhension du futur. C'est le pire des réflexes parentaux. Malheureusement, on a été éduqués comme ça. On vient de des générations et des générations que le bien-paraître était assez récurrent et ancré viscéralement. Donc, c'est sûr que c'est vraiment important de conscientiser qu'on ne fait rien dans l'appréhension du futur. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. J'étudie jamais. Donc, c'est vraiment de toujours se ramener au moment présent. Est-ce que c'est un problème maintenant? Est-ce que tu as peur que ça soit un problème futur? Oui, tu peux le verbaliser. Moi, je pense que si on fait ça plein de fois ou si on le fait de cette façon-là, je me souviens que moi, j'avais trouvé ça difficile, puis tu penses-tu que l'essayer de... Donc, toujours commencer par des questions, des ouvertures d'hypothèses. Donc, d'ouvrir toujours au maximum le champ de réflexion de l'enfant, mais dans l'hypothèse du présent. C'est quoi ton objectif présentement? Comment tu te sens présentement? Et pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Donc, toujours de ramener l'enfant en questionnement, en auto-observation et de conserver en vue l'objectif, qui est le sien et non pas le nôtre. Alors, quelle est la différence entre parent et enfant? Tous les deux doivent apprendre à se connaître. Tous les deux doivent apprendre à s'aimer. Et c'est lorsqu'on se connaît vraiment que ça devient encore plus difficile de s'aimer parce qu'on découvre nos besoins, oui, mais on découvre nos limites. Et c'est là que la preuve d'amour embarque en ligne de compte lorsqu'on choisit de se développer. Donc, on se fixe des objectifs, mais c'est important de le faire dans le respect de nous et de nos limites. Donc, le but, c'est pas d'être comme l'autre. Le but, c'est de moi me dépasser, moi de m'améliorer, moi d'être autonome. Donc, c'est vraiment de toujours se ramener à, oui, je me connais,
Puis, est-ce que j'ai envie de me développer? Oui, mais ça va être important. Pour moi, ça va être difficile. Donc, je vais m'accorder du temps ou je vais m'accorder du calme ou je vais m'accorder... Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour vraiment me développer dans le respect de moi et me faire la preuve d'amour nécessaire à ma progression dans le respect de moi. Donc, une fois que tu te connais et que tu as appris à t'aimer, bien, la moindre des choses, c'est d'apprendre à communiquer pour faire respecter tes besoins, pour demander, pour refuser, pour nommer un besoin. La même chose pour tes limites et bien sûr, d'émettre un objectif, de dire, bien, je suis pas bon, mais j'ai jamais voulu être bon. Fait que c'est bien correct. Tout envie d'être bon là-dedans, tant mieux. Donc, on fait tomber le principe de la comparaison et l'injustice se dissout par le fait même. Donc, vraiment, de toujours ramener dans le moment présent. C'est sûr que d'accepter d'apprendre, donc dans le cacao, le deuxième A, accepter d'apprendre va faire qu'on va se donner le droit d'être pas bon, on va se donner le droit de reconnaître une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et si on est dans l'observation, donc le haut de cacao, l'observation, toujours avant, pendant et après. J'étais dans quel état quand j'ai essayé de faire ça? Est-ce que j'étais dans une condition optimale? Non. Est-ce que pendant que je l'ai fait, est-ce que je doutais déjà d'un échec? Et après, est-ce que j'ai appris, est-ce que je me suis observée suffisamment pour que la prochaine fois que j'essaye, j'aie un comportement différent? Donc, c'est vraiment le cacao, donc connaître, aimer, communiquer, accepter d'apprendre et observer. Pour moi, sont c'est ce que j'appelle la moulinette à cacao. Donc, toutes nos expériences de vie, qu'on soit adulte ou enfant, c'est de développer le réflexe de se poser la question, est-ce que ça me permet de développer mon cacao, de vivre cette expérience-là, de côtoyer cette personne-là, ou peu importe. Et ça va même dans les relations de couple, ça va dans les relations d'employeurs, ça se prête à tout. Donc, si tu es capable de développer le réflexe de passer dans la moulinette à cacao tes expériences, tu vas sortir du mode « je m'identifie et je me colle des étiquettes et je me définis en fonction de mes échecs et mes succès ». Tu vas pouvoir développer un mode de fonctionnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre. Tu vas vivre beaucoup moins de tension, de stress, d'anxiété dans ton quotidien. Et bien sûr, bien, ça va être d'amener l'enfant à développer ce même réflexe-là, de ne pas s'identifier à un échec ou une victoire, mais bien d'observer. Tu as réussi. Comment tu étais avant d'y aller? Comment tu étais pendant? Comment tu étais après? Tu as échoué? Comment tu étais avant? Comment tu étais pendant? Comment tu étais après? Donc, vraiment de pousser l'enfant à développer ce réflexe-là pour constater la différence d'une fois à l'autre, qu'est-ce qui fait la différence réelle entre un succès et un échec. Donc, comment est-ce qu'on peut évoluer? Bien, tout simplement en faisant des expériences et en passant toutes ces expériences-là dans la moulinette à cacao. Donc, premièrement, oui, on va être confronté à des limites, c'est inévitable. Donc, c'est sûr qu'une première fois, c'est rarement une victoire, mais c'est seulement la découverte d'une limite. Et après ça, on a un choix, le choix de s'y restreindre ou de se développer. Donc, en se trompant, en se donnant le droit de se tromper. Donc, c'est vraiment d'amener l'enfant, premièrement, de se donner le droit de se tromper, le droit de ne pas être capable, le droit d'avoir des limites et d'amener l'enfant à une certaine humilité. Donc, c'est sûr que si tu tapes sa tête, tu juges, tu te persécutes, puis tu te dis « je n'ai jamais été bonne là-dedans, je ne le serai jamais », bien, c'est sûr que l'enfant va adopter le même comportement. Donc, plus tu vas te donner le droit d'apprendre dans le jeu, dans la souplesse, dans la légèreté et en te donnant le droit d'être pas bon, plus tu vas accorder à ton enfant ce même droit-là d'être pas bon. En tombant, bien sûr, donc la faiblesse, ce n'est pas de tomber, c'est de ne pas se relever. Donc, de faire le choix de se relever et de conscientiser le pas énorme qui a été fait, simplement d'oser essayer. Donc, de valoriser la tentative. En se relevant, bien sûr, et en acceptant son rôle. C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre rôle?
Notre rôle est celui d'explorateur. Donc, on est venu expérimenter l'amour dans la matière. Donc, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, qu'on soit un grand-parent, qu'on soit, peu importe ce qu'on est, on est des explorateurs de l'amour dans la matière. On a un corps qu'on est venu découvrir et expérimenter. Donc, plus on va se permettre d'être curieux comme un explorateur, plus on va se développer, plus on va s'épanouir et plus on va donner le droit aux gens qu'on aime, nos enfants, de le faire. Donc, comment est-ce que ça se produit? Bien, premièrement, de concevoir, de se donner le droit d'être curieux, de foncer tête baissée comme un enfant de 5 ans. Donc, d'être curieux autant au niveau de nos capacités que de toutes les croyances qu'on nous a inculquées. On tire tout ça à terre. Pourquoi ce serait ça? Pourquoi ça ne pourrait pas être autrement? Donc, de ramener le curieux fouilleur, le chercheur. On a tout ça à quelque part à l'intérieur de nous et c'est à nous de le cultiver. Donc, un explorateur fait des choses pour la première fois et il se donne le droit d'être malhabile. Donc, la maladresse fait partie d'un processus d'explorateur qui s'accepte, qui s'assume. Il découvre son potentiel. Donc, oui, des fois, on va faire des découvertes. Mon Dieu, je tombe bien bon là-dedans. On aurait dit que j'ai fait ça toute ma vie. Bien, si on n'essaye pas, on perd ces belles occasions-là. Puis des fois, on est bon sur quelque chose que papa, maman, ils sont pas bons. Mais si papa, maman, ça a l'air plate, c'est poche, bien l'enfant pourra peut-être pas découvrir un potentiel caché. Et bien sûr, il apprend dans le plaisir. Donc, on n'apprend pas en se tapant sur la tête parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on fait des erreurs. On revient au statut de jeu et on s'amuse à se découvrir, à s'épanouir, à essayer et à expérimenter. Donc, quand est-ce que la vie cesse d'être un jeu? Quand est-ce qu'on nous a convaincus que c'était plus une bonne idée de s'amuser dans la vie? Eh bien, lorsque le parent cesse d'être un enfant, lorsque le parent oublie son rôle, parce que c'est pas parce qu'on est un parent qu'on meurt à notre rôle d'explorateur. Au contraire, on va découvrir un potentiel qu'on n'avait même pas imaginé. Quand on était ado, passer 3 nuits blanches d'affilée, c'était facile. Quand on a eu 30 ans, c'est devenu pas mal plus rock'n'roll. Mais oups, on a un enfant, on est capable de passer 1 semaine de nuit blanche. Comment ça se peut? Comment ça se fait? Donc, on gardait des enfants puis on avait envie de vomir quand que le bébé il faisait caca dans sa couche. Quand on est un parent, on saute partout quand notre bébé fait un caca dans sa couche. Il est en santé! Donc, c'est vraiment de découvrir la vie sous un autre angle, de découvrir un potentiel inexploré au niveau de l'amour, non seulement de soi, mais de l'autre. Donc, l'amour inconditionnel, avant de se l'accorder à soi, bien souvent, on a besoin de croire qu'il peut arriver d'une façon le plus surprenante possible. Et moi, ça a été mon cas, donc ça a été vraiment long avant que j'entre dans l'amour de moi, dans l'amour inconditionnel de moi. Et oui, ça l'a passé par constater que je ne pouvais pas aimer ma fille plus que je ne m'aimais moi. Donc, toute ma vie, quand j'ai tout fait pour rejeter de moi toute ma fragilité, ma sensibilité et tout ça, et que chaque fois que je regardais ma fille puis que je disais l'aimer gros comme la terre, que je disais l'aimer puis la trouver belle, intelligente et croire en son potentiel, alors que finalement, quand je la regardais, je voyais à quel point elle était vulnérable et je me demandais si elle allait réussir à survivre dans ce monde-là. J'ai découvert que je devais apprendre à aimer ma fragilité, ma sensibilité pour être capable d'aimer la sienne. Sinon, c'est sûr que je la regardais avec peur, dégoût et insécurité. Donc, c'est vraiment de comprendre tout le processus qu'il y a derrière le fait de s'accepter complètement soi-même. Et c'est lorsque le parent oublie son rôle d'explorateur que tout ça s'effondre parce qu'il devient un parent et s'oublie en tant qu'être. Lorsque le parent tombe dans les pièges parentaux, et les pièges parentaux, je vais te les énumérer plus tard, mais ce qui est sournois au niveau des pièges parentaux, c'est qu'on aime tellement nos enfants qu'on veut bien sûr les protéger de tout le caca qui nous est tombé dessus, toutes nos peurs, toutes nos douleurs, tous nos bobos, Donc, c'est sûr qu'on veut les protéger.
mais protéger son enfant, et là, je le dis, et je tiens à ce que tu le comprennes bien, protéger son enfant, c'est le priver d'une découverte de lui-même, de déployer son potentiel. Donc, c'est la pire des choses à faire. Tu peux être un soutien pour ton enfant, tu peux l'accompagner, ton enfant, tu peux être une ressource pour ton enfant, mais protéger son enfant au-delà de ce qu'il demande, OK? Et la nuance est là. Au-delà de ce qu'il demande. Parce que ce qui arrive au niveau de ça, c'est que l'enfant doit apprendre à demander de l'aide. Si tu vas toujours au-devant de lui pour lui apporter de l'aide, il n'apprendra jamais à demander de l'aide. Ça va être bien plus facile pour lui de bougonner d'avoir manqué son coup parce qu'il y a eu de l'aide que de développer son aptitude à demander de l'aide et à reconnaître que c'est lui qui a demandé de l'aide. Donc, protéger son enfant et aller au-devant de ses demandes le prive de pratiquer sa communication à demander de l'aide, le prive de son humilité, de se reconnaître et de se respecter dans ses limites et besoins. Donc, ça prive l'enfant d'expérience aussi. Donc, la protection, on doit sortir ça de nos réflexes de parents. J'ai voulu protéger ma fille. J'étais dans le blindage émotionnel, là, quand jusque-là, j'avais une armure en béton armé. Et j'ai voulu protéger mon enfant. J'ai dit, c'est pas vrai qu'elle va manger de la merde comme j'ai mangé de la merde. C'est pas vrai qu'elle va souffrir comme j'ai souffert. Et j'ai voulu l'éduquer dans la dureté pour pas en faire une moumoune. Et qu'est-ce que j'ai fait? Elle a voulu en finir avec la vie parce que tout ce que je voyais en elle, c'était sa fragilité. Donc, le but n'est vraiment pas d'enseigner à l'enfant qu'il est fragile. Au contraire, c'est de l'amener à découvrir son potentiel. Donc, plus tu le protèges, plus tu l'amènes à croire qu'il est fragile. Plus tu le laisses libre, plus il va prendre confiance en lui. Donc, c'est très important d'être conscient de cette nuance-là. Donc, oui, on peut et on doit être une ressource. Par contre, d'aller au-devant de la demande ou de protéger l'enfant est très, 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 très limitant et nocif. Donc, c'est quoi ce que j'appelle les pièges parentaux? Eh bien, les pièges parentaux, le numéro 1, c'est vraiment vouloir protéger ou aider son enfant en allant au-devant de ses demandes et besoins. Donc, ça, c'est le réflexe numéro 1. Donc, il y en a plusieurs pièges parentaux. J'ai mis les 3 principaux parce que c'est les plus courants, les plus spontanés, parce que, veut pas, on a notre vécu en arrière de nous et on a tendance à faire nos choix puis à orienter nos comportements et nos appréhensions en fonction de notre passé. Donc, c'est sûr qu'on le transmet à notre enfant, non seulement par nos mots, par nos actes, mais aussi par notre vibration de peur et d'appréhension. Donc, réflexe, le piège parental par amour numéro 1, vouloir protéger ou aider l'enfant au-devant de ses demandes. Deuxième piège parental, vouloir faire de son enfant une œuvre à réaliser. Donc, on avait souvent, puis tu sais, ça date pas d'hier, là, OK? On veut pouvoir dire, c'est moi qui ai fait ça, c'est mon enfant. Donc, oui, il y a de quoi être fier quand on a un enfant qui est serein, équilibré, et tout ça. Il n'y a rien qui nous empêche d'être fiers. Par contre, si on oriente tous nos choix, nos comportements, nos paroles dans le but de réussir son enfant, on l'inflige d'une pression très, très lourde. Et ça, l'enfant ne peut pas le comprendre, ne peut pas le gérer et le vit comme il n'est jamais assez bien, il n'est jamais et il ne sera jamais aimé. Donc, il le vit comme un rejet. Il le vit comme de l'humiliation. Il le vit comme j'ai pas ma place. Donc, c'est super important de se conscientiser que notre enfant, il n'y a rien qui nous empêche d'en être fier. Par contre, de ne pas orienter ce comportement dans le but d'en faire une réalisation, d'en faire une œuvre d'art, c'est vraiment ce qui va faire une grosse différence parce que l'enfant va pouvoir s'épanouir, se développer, agir, penser, développer des capacités, du potentiel dans son besoin à lui et non pas dans celui que le parent exige. Et l'autre piège parental, et bien sûr, qui vient de l'ego, qui vient de la société, qui vient du système scolaire, religieux, des systèmes en général, vouloir être
le meilleur parent pour son enfant. Donc, on doit toujours garder en tête que nous sommes parents pour la première fois à chaque enfant. OK? Et ça, c'est vraiment très, très facile à admettre et à conscientiser. Demande à une famille de 10 enfants, décris-moi ton père, décris-moi ta mère, et il n'y a pas un enfant qui va donner la même définition. OK? Donc, c'est sûr que, de un, l'enfant va percevoir son parent en fonction de ce qu'il a besoin, de ce qu'il est venu apprendre, de ses besoins, de ses limites. Donc, sa perception du parent va être très différente. Et, de la même façon, chaque enfant est extrêmement différent un de l'autre. Donc, si le parent élève tous ses enfants de la même façon, c'est sûr qu'il se plante. Il part avec 2 strikes, là, c'est sûr, parce que l'enfant est différent. Donc, de vouloir être le meilleur parent, c'est de se mettre une pression et de faire des choix, prendre des décisions et adopter des comportements à partir de la tête. Donc, on va aller, moi, je veux pas que mon enfant vive en fonction de ce que j'ai vécu dans mon passé, donc, je vais m'arranger pour l'amener là, donc, je fais ça. Donc, on est dans notre tête, on est dans le passé puis dans le futur à ce moment-là. Donc, on est nocif autant pour nous que pour l'enfant. De vouloir être le meilleur parent va nous pousser à faire des choix avec notre tête, alors que les choix doivent être faits dans le moment présent et avec notre cœur. Donc, comment tu te sens par rapport à ton enfant? Est-ce que tu es à l'écoute de ton enfant? Donc, d'avoir une présence vibratoire à soi va amener une présence vibratoire à l'enfant. Et de conscientiser que l'enfant est en train de m'imiter, c'est sûr que si ça fait 3 jours que je n'ai pas dormi puis que j'essaye de calmer mon enfant qui pleure, comment tu veux que ton enfant se sente en sécurité alors que tu peux l'échapper parce que tu es brûlé? Impossible. Donc, ton enfant pleure, il pleure. Il n'est pas mort, il pleure. Donc, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens apte à bercer ton enfant qui pleure? Oui, non, respecte-toi dans ta limite, dans ton besoin. Et ça, c'est vraiment primordial parce que si tu dis, oui, mon enfant pleure, puis il faut qu'il arrête de pleurer, il faut qu'il arrête de pleurer, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, tu vas à un moment donné pogner les nerfs. Tu vas attendre une espèce de summum à un moment donné, puis tu vas avoir l'impression que quand il pleure, qu'il y a 250 bébés qui pleurent et tu vas exploser. Et ça fait peur à un parent. Pourquoi? Je le sais, je l'ai vécu. Donc, ça fait peur à un parent. On a peur de tirer notre enfant dans le mur. On a peur et on se sent en perte de contrôle. Et ça, c'est encore plus insécurisant pour un parent. Ça fait peur aux parents, ça fait peur à l'enfant. L'enfant se sent encore moins en sécurité et souvent, il va vraiment monter le volume. Donc, tu n'es pas apte à t'occuper de ton enfant, t'es mieux de le laisser pleurer seul que de le coller après toi. Va chercher ta quiétude, va te mettre dans un état serein et l'enfant va te suivre dans ton état parce que tu es exténué et si tu es trop dans ta tête ou obsédé dans ce que tu as à apporter à ton enfant et de ne pas être jugé, ben voyons, elle dort au lieu de s'occuper de son enfant. Oui, elle dort, parce que sinon, elle va tirer son enfant dans le mur. Donc oui, elle dort, elle a besoin de dormir. Et plus on va sortir du mode culpabilité, donc je suis plus un être humain, je suis un parent, et qu'on va s'oublier dans nos besoins et nos limites, plus on va devenir un handicap. Pas un handicap, mais un élément perturbateur pour l'enfant au lieu d'être une ressource. Donc, c'est vraiment super important et d'où, encore une fois, le cacao, d'apprendre à se connaître, de connaître sa limite et idéalement de prévoir, regarde, je vais avoir eu, il faut que j'aille faire l'épicerie, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. De ne pas te sentir coupable de mettre ton enfant de côté parce que tu sais que tu vas être 2 fois plus exténué si tu le fais avec lui, puis tu ne seras pas apte à être un bon parent pendant que tu vas être avec lui. Donc, le but, c'est de se donner le droit d'avoir des limites, de les assumer et de dire, regarde, je suis fatiguée, je me couche. Est-ce que papa peut s'en occuper? Est-ce que maman peut s'en occuper? Est-ce que quelqu'un d'autre peut s'en occuper? Oui, non. Mais
tu trouves un moyen de te ressourcer toi et tu vas voir que ton enfant, ton bébé va te suivre. Et là, je parle d'un bébé, mais ça va être la même chose pour un enfant de 3 ans qui saute partout et qui ne s'endure pas, là. Laisse-le sauter partout, il ne mourra pas. OK? Il fait juste te dire, maman, tu n'es pas du monde. C'est tout ce qu'il fait. Il t'imite. Donc, permets-toi de trouver une façon où est-ce que toi, tu vas pouvoir trouver ta quiétude et lui va pouvoir évacuer son trop-plein d'énergie et que vous trouviez mais plus qu'il va sauter, plus tu vas être stressé, plus qu'il va sauter, plus tu vas être stressé. Donc, ça va faire un effet boule de neige. Et c'est très important de ne pas essayer de calmer un enfant, il n'est que ton reflet. Donc, pars toujours de toi pour tout, que ce soit des habitudes comportementales au quotidien, que ce soit une instabilité au niveau de l'humeur, que ce soit la fatigue ou peu importe. Quand ton enfant a un comportement irritant, un comportement qui te dérange, ne serait-ce que, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, sa façon de manger, ça peut être n'importe quoi là. N'importe quoi qui t'agresse chez ton enfant, il est ton reflet. Donc, change-le sur toi et tu vas pouvoir constater la différence chez l'enfant. Et ça, je l'ai testé vraiment à différents niveaux. Et l'enfant, plus il est jeune, plus c'est rapide. Normalement, quand il t'a vu faire quelque chose 3 fois, son comportement va avoir changé. Donc, ça vaut la peine de le tester. C'est impressionnant quand on le fait en conscience. Donc, tu vois quelque chose qui t'énerve chez ton enfant, tu le conscientises sur toi. C'est sûr que quand on est 2 parents, c'est plus difficile, mais normalement, ce qui va t'agacer, toi, ça ne viendra pas de l'autre parent, ça va venir de toi, parce que souvent, l'autre parent ne sera même pas agacé par ça, il va être agacé pour les choses qui le concernent lui. Mais quand même, j'ai vécu avoir un enfant à 2 et avoir un enfant tout seul, et oui, en effet, il y a des choses qui nous titillent, puis ça ne titille pas l'autre parent, mais c'est pas parce qu'il ne le voit pas, c'est parce que c'est à lui qui a à faire le travail. Donc, c'est toujours de la conscientisation personnelle qu'on peut faire. Donc, change-le sur toi, ton enfant va le changer. C'est sûr que des fois, c'est subtil la nuance entre de laquelle façon l'enfant va reproduire, parce que des fois, il n'y a pas les mêmes outils d'autodestruction ou de fonctionnement, mais mettons que ça a trait à la consommation, ça a trait à s'alimenter, ça a trait à peu importe. Donc, l'enfant va trouver une façon de reproduire le comportement d'une autre façon. Donc, prends le temps d'observer ce qui t'agace et trouve de quelle façon toi aussi tu as le même genre de comportement et tu vas pouvoir le corriger sur toi et avoir un impact réel sur ton enfant. Puis c'est fascinant. Plus on le fait, plus on découvre qu'on a vraiment une connexion et que notre enfant est un outil et non pas un fardeau. Et ça crée une relation complètement différente avec l'enfant. Donc, je te souhaite vraiment d'en faire l'expérience, d'avoir la chance de découvrir ce beau jeu-là. Alors, de toujours garder en tête que même si on est rendu à notre 5e enfant, on vit un premier enfant, on vit une première fois à chaque enfant. Donc, qu'est-ce qui nous fait tomber dans nos pièges parentaux? Et bien sûr, c'est nos peurs. On oublie d'être un explorateur. Vouloir être ou ne pas être comme. Donc, souvent, on va agir par compensation par rapport à ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Donc, on va vouloir être comme nos parents, comme les aspects de nos parents qu'on a aimés, et on va vouloir ne pas être comme les aspects de nos parents qui nous ont dérangés. Mais si on reste là-dedans, on n'est jamais nous-mêmes et encore moins à l'écoute de l'enfant. Donc, on doit vraiment sortir du vouloir être comme ou ne pas être comme. On écoute l'enfant, on écoute notre ressenti, on écoute notre cœur et on trouve une solution dans le moment présent. Le manque d'écoute de soi et de notre intuition, donc notre cœur est la clé et c'est par là qu'on se connecte à notre enfant, donc c'est par là qu'on doit écouter et répondre. Donc on sort des croyances sociales, on sort des standards, on sort des exigences ou peu importe, on se reconnecte à notre cœur et on vit au moment présent. Donc l'appréhension du futur qui nous empêche de vivre au présent est une grande plaie pour un parent. Les croyances familiales et sociales, donc c'est un très, très gros fardeau aussi dans notre quotidien. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de tout ça, des pièges parentaux au niveau des croyances et de notre influence comportementale? Eh bien, premièrement, apprendre à dire « je ne sais pas ».
fièrement. OK? Donc, de dire « je ne suis pas capable » fièrement. OK? Et ça, encore là, j'en parle parce que je l'ai vécu et ça a été vraiment... Moi, j'ai appris à dire « je ne suis pas capable et je ne sais pas » à 42 ans. Donc, pas besoin de dire que ça a été une délivrance assez intense et assez sincère. Parce que, qu'est-ce qui arrive quand on ne se donne pas le droit d'être pas bon, d'être pas capable? C'est que l'enfant qui est maladroit et pas capable quasiment à tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je ne serai jamais aussi hot que ma mère a réussi tout, je ne serai jamais aussi hot que mon père, il réussit tout. Donc, l'enfant se dévalorise énormément. Donc, si tu te donnes le droit de ne pas être bon, de ne pas être capable, eh bien, l'enfant va avoir développé la même humilité, il va se donner le droit d'être pas bon et de ne pas être capable, et va dans le jeu, dans la douceur, dans la sérénité, dans la simplicité, spontanément choisir d'évoluer ou pas. Donc, plus le parent va être confortable dans « je ne sais pas et je ne suis pas capable », plus l'enfant va le faire. Se donner le droit de se tromper aussi, ça rentre dans le même domaine, donc vraiment d'amener l'enfant à se donner le droit. Responsabiliser les deux explorateurs sur leur vie. Donc, le parent et l'enfant ont tous les deux des besoins, tous les deux des limites et tous les deux se sont fixés des objectifs, du moins doivent le faire dans le respect d'eux-mêmes. Donc, lorsque tu prends une décision, tu fais un choix, toujours te dire est-ce que je le fais pour maintenant ou dans l'espoir d'un futur X? Est-ce que je le fais maintenant en fonction de maintenant ou dans la conscience qu'il peut se reproduire du passé? Donc, toujours conscientiser soi et conscientiser l'enfant sur la seule chose qui existe, la seule chose qui compte, c'est maintenant, comment je me sens, comment je veux me sentir, c'est quoi mon objectif? Et qu'est-ce que je fais pour y arriver, bien sûr. Donc, on responsabilise les deux parties sur leur vie. Donc, si le petit enfant il veut continuer d'être stressé à tous les matins, il veut continuer de manquer la moitié de sa récréation parce qu'il n'a pas appris à attacher ses lâchets, c'est son problème. Il doit vivre l'inconfort pour choisir lui-même de se développer. Ça va aller beaucoup plus vite lorsqu'il va faire le choix d'y aller. Développer l'authenticité des deux explorateurs, donc la communication. L'authenticité passe par la communication et ça, c'est vraiment essentiel de le développer pour soi parce que c'est ce qu'on va enseigner à l'enfant, se donner le droit d'être tout ce qu'il est, de l'exprimer. Et si ça passe pas, puis ça fait pas l'affaire de l'autre, ben c'est pas notre problème. Nous, on va savoir témoigner notre amour de nous dans notre respect de nos besoins, limites et objectifs et le travail va être fait. Ce que l'autre va en faire après, on n'a aucun contrôle là-dessus et on doit conscientiser l'enfant là-dessus. On ne fait rien pour se faire aimer. On s'aime, donc on agit. Et de ramener ce tweaking-là que la société nous a enseigné à l'envers est essentiel et bien sûr, ça commence par nous, le parent. Et bien sûr, établir une réelle connexion entre les deux explorateurs. Donc, c'est vraiment de développer une complicité, une écoute et le droit à la parole, le droit à s'exprimer. Et quand tu ne comprends pas, fais-y pas craindre que tu comprends, puis essaye pas de plonger dans ton monde à toi pour essayer de le comprendre. C'est pas son monde. Plus tu vas lui poser des questions parce que tu vas dire « je comprends pas qu'est-ce que tu dis », plus il va être conscient qu'il y a un potentiel à aller chercher au niveau de la communication et il va développer l'habitude d'aller trouver les mots, il va développer son aptitude à ben comment je me sens? Je sais pas, je suis pas capable de nommer. Tu te sens-tu comme ça? Tu te sens plus comme ça? Donc, tu vas créer son dictionnaire. C'est vraiment limitant pour un enfant de se faire créer un dictionnaire parce que lui, il va je pense que oui, là, ça doit être ça. Donc, c'est vraiment qu'il développe lui-même son dictionnaire à partir de ses ressentis, OK? Donc, on l'amène à comment tu te sens, là? Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Ben, je sais pas trop, là, c'est comme si... Puis, ben, t'es-tu déjà senti comme ça dans d'autres moments? T'aimes-tu ça te sentir comme ça? Qu'est-ce que tu penses que ça t'aurait pris? Pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que
comment tu pensais que tu te sentirais? Est-ce que tu pensais que... Donc, vraiment l'amener dans son ressenti corporel. Donc, comment tu te sens? Comment tu veux te sentir? Comment tu pensais que tu te sentirais? Pourquoi tu as fait ça? Donc, toujours dans le questionnement et ne jamais supposer des choses, surtout si on est en train de réconforter un enfant qui pleure, d'émettre des suppositions alors qu'on le touche, alors qu'on est en anane, si on veut, donc on lui apporte un bénéfice, il y a de l'attention. Donc, c'est sûr que c'est très important de voir ce qui va tirer de l'attention qu'il a. Et si l'attention vient on lui donne tout ce qu'il a besoin, il ne développera pas son aptitude à combler son besoin. Donc, on lui apprend à s'observer, on l'apprend à se découvrir, à se connaître et à développer son potentiel. Donc, c'est vraiment super important d'axer l'enfant dès le départ là-dessus. Donc, la réelle connexion n'est pas de l'amener dans notre monde, mais de nous rentrer dans son monde et de lui demander de développer son dictionnaire pour apprendre à communiquer avec lui. Établir une réelle connexion entre deux explorateurs, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, premièrement, se souvenir que les enfants n'apprennent pas, ils imitent. OK? Donc, ça, c'est numéro 1, à se rappeler toujours. L'enfant, bien souvent, il a agi sans réfléchir, il a imité. Donc, de le faire se remettre en question. Qu'est-ce que tu pensais avoir comme résultat en agissant comme ça? Je ne sais pas. Donc, ça va le conscientiser qu'il imite et non pas qu'il n'agit pas par choix. Donc, ça va le ramener dans le moment présent et ça va le conscientiser et il va beaucoup plus facilement et rapidement s'épanouir à partir de ses choix conscients et non pas de ses choix inconscients. Être un exemple d'amour, d'écoute et de respect de soi-même, OK? Donc, le but, c'est pas de montrer qu'on va donner l'univers à notre enfant. Le but, c'est de dire à l'enfant, je vais me donner l'univers et je vais le partager avec toi si tu en veux. Donc, et de lui enseigner qu'il n'y a personne d'autre que lui qui passe en avant à partir de lui. Donc, l'enfant va imiter. Donc, la règle numéro 1, l'enfant va imiter. Si tu l'enseignes que tu vas donner tout ce qu'il faut à toute la famille avant de traiter toi, répondre à ton besoin, tu es en train d'y enseigner à se traiter en dernier. OK? Et ça, j'ai eu beaucoup de monde en consultation pour ça. Et même moi, même mon chum, on a tous ce réflexe-là. On est généreux, on aime, on adore nos enfants et on donne tout. Et qu'est-ce qu'on lui apprend? À se traiter, à se mettre en dernier partout. Donc, c'est vraiment de conscientiser ça, qu'on se traite en premier, on fait un choix en premier. Il n'y a rien qui nous empêche d'être généreux, mais on va conscientiser l'enfant. J'aime beaucoup ça, cette affaire-là, j'aurais envie de le garder juste pour moi. Je ne sais pas trop, là, est-ce que je t'en donne ou je le garde? Toi, quand tu as quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup, là, as-tu envie de le garder juste pour toi ou tu as envie de le donner à tout le monde? Ben, moi aussi. Mais c'est plus fort que moi, je vais t'en donner un petit bout, mais je ne te le donnerai pas tout. Donc, vraiment, d'amener l'enfant à conscientiser ses choix et lorsque tu partages ou tu poses un geste de générosité, de conscientiser l'enfant à toute la réflexion qu'il y a derrière, OK? Parce que si tu pars toujours du fait que l'enfant va t'imiter par déduction, bien, si tu ne verbalises pas tes réflexions, il peut déduire n'importe quelle espèce de connerie. C'est épouvantable. Je ne sais pas si tu as déjà jasé avec un enfant de 3 à 5 ans. C'est puissant, là. C'est vraiment drôle qu'est-ce qu'ils peuvent déduire. Et tu te demandes, mon Dieu, comment il a fait pour déduire ça de ça? Mais c'est ça. Donc, il ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'adulte qui agit, donc il va imiter sans trop comprendre ce qu'il fait. Donc, quand tu as une réflexion, tu sais que ton enfant est témoin d'un comportement ou d'un geste qui va avoir tendance à répéter, tu peux lui soumettre ta réflexion et l'amener à faire sa propre réflexion et faire ses propres choix de manière consciente. Être un guide en questionnement et en observation de soi, donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, donc questionnement toujours, on suppose rien, on conduit pas on suppose rien, OK? Donc, on amène l'enfant à se questionner, à s'observer toujours. Laisser l'enfant être l'enseignant et entrer dans son monde. Donc,
il connaît pas, lui. Il n'a pas vécu tout ce qu'on a vécu. Et Dieu merci. Donc, permettons-lui de découvrir la vie avec ses propres yeux non blessés et de ne plus avoir peur. Donc, on va avoir tendance à dire « Oh, moi je le sais dans mon... » Non, c'est pas important. Redécouvre la vie avec ses yeux. Redécouvre que quand on n'est pas peur, on peut avoir un résultat différent. Donc, c'est à nous d'entrer dans leur monde. Ils ne sont pas encore aussi déconnectés qu'on l'est au niveau de notre ressenti, au niveau de notre spontanéité, notre avidité, notre curiosité. Ils ne sont pas encore tous brisés comme on l'est. Donc, laissons-leur la chance de nous rappeler, de nous remémorer à quel point la vie peut être simple et facile. Donc, c'est à nous d'entrer dans leur monde pour comprendre où est-ce qu'ils en sont, être capable de les suivre et être apte à être une ressource adéquate en fonction de où est-ce qu'ils sont rendus dans leur évolution. Ensuite de ça, être un phare, une ressource, un oasis de confiance relationnelle, être à l'écoute. Donc, l'enfant va devoir développer son autonomie à demander de l'aide. OK? Donc, comme je disais tout à l'heure, ne pas aller au-devant des demandes et l'inciter à développer sa capacité à demander, à être répondu, à être écouté dans ses besoins. Donc, c'est vraiment de toujours ramener « Oui, je peux t'aider. » C'est quoi que tu as besoin exactement? Toujours, quand l'enfant bougonne, puis « Ah, ça marche pas, rah, rah, rah », puis là, il bougonne. Ouais, tu as l'air fâché. Donc, on ne va pas au-devant. On peut le dire. Comment ça, tu es fâché comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas à ton goût? Mais pas, veux-tu que je t'aide? Veux-tu que je le fasse à ta place? C'est quoi qui ne marche pas? Viens, on va aller régler ça. Non. Amenez-le à le conscientiser. Qu'est-ce que tu fais? Tu bougonnes? Ça te fait-tu du bien de bougonner? Peut-être qu'il a juste besoin de bougonner. Donc, il ne cherche peut-être pas à régler son problème, il ne cherche peut-être pas à s'en sortir, ça lui fait juste du bien de bougonner. Laisse-les bougonner. Donc, vraiment, de le ramener. Coudon, tu bougonnes donc bien. Ça te fait-tu du bien? Oui. T'as-tu envie que ça continue? Oui. Ben, continue. T'as-tu envie que ça arrête? Oui. Ben, qu'est-ce que tu fais pour que ça l'arrête? Question. Vraiment, là, toujours de l'amener à une question et toujours à amener nos demandes aussi sous forme de questions. Donc, on ne dit pas « Viens, je vais faire ça. Tiens, prends ça. Viens faire ça. » On commence toujours dans « Est-ce que tu aurais envie? Est-ce que je peux te demander? Est-ce que? » Tout le processus de communication doit commencer par une interrogation. Ça facilite énormément les communications sur tous les plans et à tous les âges. Toujours commencer, l'enfant pleure, l'enfant est en colère. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que tu as envie que je fasse quelque chose? Est-ce que tu aurais envie que quelqu'un fasse quelque chose? Toujours un détachement pour lui permettre d'identifier son besoin et de verbaliser sa demande. Toujours, on laisse un maximum de latitude à l'enfant pour qu'il développe son potentiel de recherche de ressources. Et on le laisse vivre son inconfort dans le respect, mais il n'y a rien qui nous empêche de dire si tu as besoin, si tu as envie que je fasse quelque chose, je suis là, mais là, je vois que tu ne vas pas bien, puis je te laisse vivre ton moment avec toi-même et je suis vraiment pas loin si tu as besoin de moi. Il n'y a rien qui nous empêche de dire ça. Par contre, l'enfant a besoin de s'observer, a besoin de vivre des émotions et parfois la solitude fait partie du processus. Donc, c'est important de le respecter, mais il n'y a rien qui nous empêche d'être un stand-by puis d'être une ressource, d'être un phare, une ressource, un oasis, donc une clôture peut-être, mais la plus grande des terrains de toutes les choses. Mais tu sais, c'est vraiment d'être un encadrement, donc juste un guide sur le bord de l'autoroute pour pas qu'on aille à contre-courant. Et bien sûr, vivre dans le moment présent, donc autant pour soi que pour l'enfant, la remise en question, l'auto-observation constante et les prises de décision pour maintenant, c'est la clé. C'est vraiment la clé de tout. L'aptitude à rester dans le présent, c'est vraiment ce qui va faire une grande différence sur tous les plans. Donc, vivre chaque expérience comme une première fois.
Et ça, c'est ça, vivre le moment présent. Donc, chaque expérience est une première fois. Peut-être pas pour nous, mais pour l'enfant, oui. Donc, pour nous, ça devient une première fois en tant que parents. Et donnons-nous cette belle occasion-là de redécouvrir la vie avec de nouveaux yeux et gâtons-nous, réapprenons la vie, remettons-nous à vivre spontanément et curieusement. Donc, vivre chaque expérience comme une première fois, ne pas transmettre nos peurs et croyances limitantes, bien sûr. Saisir l'opportunité de redécouvrir la vie, faire renaître l'enfant en nous que nous avons oublié. Entrez dans le monde sans blessure de votre enfant. Saisir l'occasion de voir l'amour là où nous ne l'avons pas vu remarquer la première fois. Prendre conscience de tous nos « il faut » et nos « il faut pas » nocifs. Et émettre l'hypothèse que les choses peuvent se passer autrement. Donc, toutes ces petites clés-là vont vraiment amener une présence au quotidien et faciliter énormément, alléger le rôle de parent et l'aptitude à enseigner le moment présent à l'enfant. Vivre chaque expérience comme une première fois, eh bien, c'est se souvenir que toutes nos peurs sont nées de notre passé et que notre enfant est différent de nous, il n'y arrive pas de ce passé-là et qu'il a fort probablement un chemin différent à parcourir et des capacités différentes à développer en fonction de son chemin de vie. Donc, on ne sait même pas bien souvent qu'est-ce que nous, on est venu faire dans cette incarnation-ci. Donc, comment est-ce qu'on pourrait prétendre connaître qu'est-ce que notre enfant est venu faire ici? Laissons-lui l'opportunité de le découvrir et concentrons-nous sur nos opportunités existentielles. Donc, vraiment de comprendre ça et de rester centré dans ça, de respecter l'exploration qui doit se faire, ça va être génial pour les deux. Donc, aimer son enfant, c'est croire en lui. Croire en son enfant, c'est croire que peu importe le chemin qu'il prend, il le mènera à sa réalisation dans la réussite. Donc, oui, ton enfant t'a choisi, il a choisi son père, sa mère, mais il a avant tout choisi une route qui lui est unique, qui lui est spéciale et on doit lui permettre d'y accéder à cette route-là. Donc, ouvrons les horizons, ouvrons les limites, déployons son potentiel en lui accordant le droit d'être lui. Parce que le plus beau cadeau qu'un être puisse faire à un autre être, c'est lui donner le droit d'être lui-même. C'est lui donner des ailes. Donc, offrez des ailes à vos enfants. Donnez-vous des ailes en revisitant votre passé avec une moulinette à cacao. Trouvez l'amour caché ou maladroit de vos parents et accordez-vous le plus beau des cadeaux, la liberté d'être vous maintenant. Alors, je vous remercie beaucoup. Je te remercie de ton écoute. Merci à Horizon Nouveau qui offre ces conférences-là en vidéo, à défaut que ce soit en présentiel. Donc, j'aurais beaucoup aimé y répondre à toutes les questions que j'ai normalement quand je vais sur place. Mais si tu as besoin de conseils, d'accompagnement, je fais de la consultation privée, donc ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir t'aider à être un enfant libre ou un parent guide le plus librement et le plus sereinement possible. Donc, tu peux m'appeler pour prendre une consultation individuelle. Tu peux aussi aller consulter mon site web pour voir toutes les approches que j'offre. Et donc, sur chantalbeaumont.ca, tu vas trouver toutes les ressources. Il y a aussi sur la plateforme des partenaires en santé mieux-être, donc santé-mieux-être.com. Il y a d'autres ressources qui peuvent t'aider au niveau relationnel aussi. Donc, c'est une belle place pour aller découvrir différentes ressources pour, dans le fond, accéder à l'amour de soi, à la connaissance de soi et à la libération émotionnelle du passé. Alors, je te remercie, je te souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de te rencontrer.